12 heures à ma montre, 12 heures également chez vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à cette émission, le rendez-vous de midi. Aujourd'hui, nous parlons de faits de société, vie de couple, comment garder ou maintenir la flamme allumée au sein du couple. On vous donne quelques astuces. Ce sera bien sûr le sujet de notre débat du jour. Ensuite, vos rubriques coaching numérique et SAPO seront également au rendez-vous. Installons-nous donc confortablement, ça démarre. Jennifer, Boris, bonjour. Comment vous allez, chers amis? Ça va, très bien. Et votre semaine? Parfait. Ça va. Ça se passe bien, je sais. Pourquoi vous répondez ensemble? C'est une chorale. Tout à fait. C'est une chorale. Donc, je représente la lead, quoi. Je lance et le cœur prend. Automatique. Alors, Boris, aujourd'hui, nous parlons bien sûr d'un coaching numérique, du e-marketing et de son importance. Le e-marketing, d'abord, c'est quoi? Alors, le e-marketing, c'est la vente. Simplement, pour ne pas trop parler, c'est la vente. C'est tout ce qui permet de commencer par entretenir une cliente, un client, pour lui montrer que tel produit est bon, tel est bien. Le prix, et un peu les particularités du produit, voilà un peu c'est. Mais comme on est à l'aide du numérique, on ramène tout maintenant sur le numérique, c'est ça le e-marketing. Donc, la publicité digitale. Oui, la publicité, mais avec plus de détails, plus inciter quelqu'un à step by force. Bon, je vais dire comme ça. D'accord. Alors, on y va. On est prêt pour le cours. D'accord. Alors, je vais dire à ceux qui nous suivent déjà, c'est sûr, vous avez un téléphone Android et forcément, vous avez commencé par un jour placer une phrase pour dire mon produit, il est le meilleur, mon produit répond à tel critère ou tel autre. Laissez-moi vous dire, faites déjà le e-marketing. Vous avez essayé ça une fois, Jennifer? Bon, je ne vends pas encore de produits. Vous vendez pas? Elle se contente de consommer. Elle consomme. Pour le moment, Oui. je vais vous Moi, mettre... je vends. Ok, ça marche déjà. Ouais. Donc, il y a une vendeuse qui est là, ça arrange. Alors, il faut comprendre que le e-marketing se met en deux volets. Il y a la phase qui est la phase théorique, la phase stratégique et la phase opérationnelle. La phase stratégique, c'est la phase où nous avons déjà le diagnostic, les objectifs qu'on se fixe et bien sûr le positionnement du produit. Je prends le cas d'une maman, par exemple, maintenant qui a son enfant qui va à l'école tous les matins. Alors, elle est retraitée. Elle voudrait bien sûr qu'après, bien sûr, le départ de l'enfant à l'école, qu'il y ait quelqu'un qui remplace l'enfant valablement et qui lui fasse oublier. Pour qu'elle ne s'ennuie pas. Voilà. Dans ces cas de figure, si on vous contacte, vous en tant que femme qui se retrouve dans le milieu du showbiz, des activités et autres, vous lui proposez peut-être un chien chihuahua qui peut rester dans le lit. Voilà. Et là, la première des choses à faire, c'est de savoir ce chien, est-ce qu'il ne sera pas coûteux plus que son enfant. Au cas où le chien sera plus coûteux plus que son enfant, il n'y a pas question de lui proposer le chien. Que les besoins de son enfant. Voilà. Donc, ça veut dire maintenant qu'il est très important de faire un travail important, voir le diagnostic. Dans le diagnostic, c'est-à-dire quoi? L'enfant, combien on dépense pour l'enfant? Le chien, combien on va dépenser pour l'enfant? Pour le chien, souvent, c'est combien? C'est bien sûr une nourriture. On a besoin de quoi? La nourriture et la santé. Donc, ce que vous proposez à cette maman pour lui dire, voilà un produit. Comment faire pour que ce produit soit utilisé par la maman et qu'elle l'apprécie et qu'elle reste abonnée à ce produit pendant des années? C'est ça qui est profitable pour votre société. Dans ces cas de figure, là, vous devez faire un travail énorme. Après le diagnostic, vous dites maintenant que je voudrais que cette maman soit abonnée à ma société pendant 5 ans, pendant 10 ans et qu'elle achète au minimum par jour, une fois, bien par semaine, une fois mon produit. Et là, quand vous faites cela, vous voulez maintenant qu'elle fasse quoi? Qu'elle le fasse sans savoir qu'elle est en train de trop dépenser. Parce que là, si elle voit qu'elle ne dépense pas trop, elle continue davantage. Après ça, il faut positionner le produit. Il faut qu'elle-même en parle. Attention, j'ai un chien à la maison et qui ne me fait même pas dépenser, je ne sens même rien. Pratiquement. Donc, après la phase stratégique, on passe maintenant à la phase opérationnelle qui est régie à travers un marketing mixte en 4 étapes. On a déjà, en 4 étapes plutôt, on a déjà la première phase qui est le produit. Déjà, le produit, est-ce qu'il existe? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le connaissez? Après cette étape, on passe maintenant au prix. Il faut forcément que le prix soit adéquat. Un prix dont, quand on fait le rapport qualité-prix, que ce soit un prix vraiment abordable à toutes les bourses. Ensuite de ça, il faut forcément que le produit soit visible quelque part. Il faut que lorsque la dame quitte Cotonou pour aller à Porto Novo, qu'elle puisse dire je veux le produit et qu'elle le trouve sans difficulté. Après ça, il faut une phase de communication. Il faut que ce produit soit aussi visible. Un produit qui n'est pas connu,
c'est un danger. Mais quand il est connu, forcément, il y a des témoignages. Donc forcément, il faut un peu de communication. Mais en fait, tout ça, il faut un suivi, un minimum de suivi. Il y a des gens qui vendent aujourd'hui, vendent un chien, vous arrivez à la maison, ils vous oublient. C'est vrai. Vend une voiture, normalement, il doit avoir un suivi. Parce que Je pense que c'est quand les gens mettent beaucoup plus l'argent en avant. Oui. J'ai déjà encaissé ce que le produit devient plus tard, c'est plus mon problème. C'est ça qui est vraiment un problème. Normalement, quand vous vendez un produit, il faut un temps de suivi pour dire à la dame, attention, votre chien, comment il se porte aujourd'hui, ça va un peu, une semaine après. 2 semaines. Un mois, vous lui dites maintenant, madame, vous avez pris un bloc chez nous, on est en promotion maintenant, attention, on a réduit le coût, vous prenez 10 maintenant, vous êtes à tel. Comme le produit est bon, le coût est raisonnable, la promotion encore vient. Forcément, elle prend plus que ça. Donc moi, je vais demander à ceux qui nous suivent de forcément aller sur le terrain du e-marketing, proposer des choses aux gens et de suivre quand ils proposent des produits, quand ils vendent des produits, pour pouvoir savoir comment le produit se porte, mais comment l'animal se porte, ou bien comment également un domestique, un cuisinier se porte. Et ils vont se dire, vous n'êtes pas seulement intéressé par l'argent, mais pas également le service qui est proposé. D'accord. Voilà, Jennifer, tu penses quoi de ce... Je suis intéressée, j'ai des questions. Déjà, pour ceux qui ne sont pas dans le e-commerce, ils ne peuvent pas faire du e-marketing. Comment on se lance dans le e-marketing ou le e-commerce si vous Oui, le e-commerce, le e-marketing, parce que vous ne pouvez pas faire le e-commerce sans faire le e-marketing, ce n'est pas possible. Parce que c'est dans le e-marketing qu'il y a bien sûr e-communication. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va leur dire simplement de faire quoi? Pour vendre, vous passez forcément par un slogan. Quelqu'un qui parle de slogan. Mon riz est chaud, même bien que le riz ne soit pas chaud. Ou bien les beignets chauds, on dit des beignets chauds alors qu'on est en train de mentir, les beignets ne sont pas chauds. C'est aussi du marketing. On vend, des fois on vend du rêve. Attention, on vend du rêve à travers les publicités. Non, là nous parlons de e-marketing parce que vous n'avez pas votre client de visu. Il vous écrit par téléphone, vous discutez, il faut le convaincre. Et s'il adhère à cela, c'est grâce au e-marketing qu'il adhère à votre produit et qu'il l'achète. Voilà. Merci beaucoup Boris pour cette chronique. On en apprend toujours quand on vous suit. Donc il faut retenir que quand on fait du e-commerce, il faut ajouter le e-marketing forcément. Et si les téléspectateurs doivent retenir 3 mots essentiels dans le e-marketing, ils doivent retenir quoi là? Oui, là simplement il faut savoir... Pour résumer tout ce que vous avez dit en fait. Pour résumer seulement, il faut forcément proposer une phase, il faut connaître le problème de la personne qui veut vous voir, savoir maintenant que le produit qu'on vend est à suivre de près et de proposer maintenant de spéculer. Par la suite, lorsque le produit est déjà vendu, on spécule pour permettre de se faire des chiffres par la suite. Donc, connaître le problème, vendre le produit et savoir spéculer. Voilà. Simplement. Merci beaucoup Boris. On vous retrouve la semaine prochaine, mais vous restez avec nous, vous ne partez pas. On retrouve juste la rubrique encore la semaine prochaine parce qu'on aime quand même cette rubrique par ici, le coaching numérique. On installe à présent le débat du jour. Tous les couples sont confrontés à un moment donné de leur marche du vivre ensemble à ce problème. La flamme qui s'éteint brutalement, subitement, pour maintes raisons, c'est sûr. Une chose est quand même évidente, il faut la rallumer. Je suis sûre que mes amis sur le plateau ne diront pas le contraire. Pour en parler justement sur le plateau, j'ai mes chroniqueurs, donc Boris et Jennifer. Mais entre-temps, ils nous ont rejoints sur ce plateau. Je parle bien sûr de Astrid Koudawa. Elle est conseillère conjugale avec des ordonnances, on va dire, un peu spéciales. Vous aurez le temps de la découvrir tout à l'heure. Astrid? Bonjour. Bonjour. Astrid, je sais que tu n'es pas timide, donc il faut parler. Je ne peux même pas être timide dans ce... N'est-ce pas, dans ce débat, parce que quand même, c'est... Dans ce débat, il faut être cru, il faut dire les choses telles que... N'est-ce pas? En tout cas, on est déjà préparé. Et en face de vous, Astrid, notre formateur et accompagnateur des jeunes et des couples, Dr Cyriaque Rontonji. Bonjour. Bonjour, madame. Je sens que le débat sera chaud. Vraiment chaud. Je sens qu'entre Astrid et Dr Rontonji, en tout cas, il y aura des questions. Vous savez, c'est vrai que c'est un débat. Et je vais poser les questions, mais je voudrais que si quelqu'un a des questions à poser à l'autre, que la personne
n'hésite surtout pas à poser la question. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, on suit ce reportage qui plante les décors. Le désir. Si facile à allumer au début d'une relation, si imprévisible quand l'amour s'installe, mais parfois bien difficile à faire renaître quand il se perd dans le confort rassurant du couple. Comment alors le raviver? Comment maintenir la flamme toujours allumée au sein du foyer? Astrid est esthéticienne. C'est du moins la première image que renvoie son institut. Mais une fois installée dans ce petit salon, elle porte la casquette de conseillère conjugale. Sa consultation se fait généralement en ligne avec à la clé des ordonnances un peu spéciales. C'est d'abord des perles de séduction, des perles d'attirance. Et il y a des bonbons aphrodisiaques, il y a du miel aphrodisiaque, il y a des cristaux de menthe pour geler un peu les choses. Et avec ces produits, Astrid dit être sûre de restaurer la quiétude d'un foyer ou de sauver la vie sexuelle d'un couple. Et les retours qu'elle a la confortent dans sa position. C'est la tuerie, franchement, de 100%. Je le reveux même encore. Bonbons aphrodisiaques, miel aphrodisiaque ou encore cristaux de menthe, ces actifs aident-ils réellement à raviver la flamme? En fait, tout ce qui peut nous mettre dans une bonne ambiance et dans une ambiance sexy nous aide à nous détendre, à avoir le focus sur notre corps, sur notre plaisir. Donc là, tout peut aider. Ça peut être une bougie, ça peut être un verre de vin, ça peut être une musique, ça peut être des activités comme de la danse. Mais comment en arrive-t-on à perdre la flamme qui jadis au premier regard s'attisait? Ça devient fade pour des raisons que nous connaissons tous. Peut-être que c'est un problème financier qui a fait que l'homme a commencé à se retirer. Non, c'est un problème de travail au service où tout le temps il est stressé. Ou encore, c'est question de santé. Pour l'auteur du livre Aimer, s'engager et jouir pleinement de son couple, il faut plusieurs étapes pour raviver la flamme éteinte. La plus importante s'agissant de la sexualité du couple, c'est la préparation. La sexuelle, c'est parfois comme le match de football. Vous savez, parfois il y a des tournois, il y a des entraînements, mais il y a aussi des Champions League. Donc, chacun s'aime compte tenu de l'acte sexuel, compte tenu du moment qu'on traverse et compte tenu du désir qu'on a. S'aimer, se comprendre, se faire confiance, sortir ensemble, se détendre, oui. Mais chez chacune de nos personnes ressources interviewées, dans notre quête de réponses, un mot revient souvent quand elles évoquent la nécessité de préserver la flamme, la sexualité. Un élément qui s'avère finalement capital dans une relation amoureuse. La routine monotone, le manque d'innovation et l'absence de quelques douces folies seraient à l'origine de beaucoup de discordes et de divorces. Rassurez-vous, notre but n'est pas de divorcer les couples, mais de les unir encore davantage à travers ces échanges qui auront lieu justement sur ce plateau. Alors, mes chroniqueurs, d'abord à vous, Boris, quel est votre avis? Vous avez suivi le reportage, vous en pensez quoi? Bon, j'ai suivi, mais je suis resté sur ma faim parce que j'attendais autre chose. Ce qui est dit, je pense que c'est un résumé de tout ce qu'on peut dire ici. Parce que quand on évoque seulement l'acte sexuel, c'est bon, il faut le dire, ça nourrit le foyer. Mais quand ta femme n'est pas préparée à cela, elle ne maîtrise pas les préceptes, elle ne maîtrise pas les rouages, on peut lui apprendre tout, elle va déchirer ton corps avec les ongles que je vois là. Donc imaginons beaucoup de choses. Moi, je sais qu'il y a des couples quand même qui ne peuvent pas s'en sortir aujourd'hui parce que par le passé, ils ne sont pas préparés à ça. Il y a des hommes qui sont des hommes machos qui ne peuvent pas toujours faire des choses. Il y a des femmes qui n'ont pas eu cette éducation par le passé, qui ne savent pas que c'est une école. Le foyer, c'est une école, le sexe, c'est une école. Mais s'ils ne sont pas prêts à ces valeurs-là, ils ne peuvent pas le faire. Donc je pense qu'il faut revenir à la base. Et à travers ce reportage, ça invite maintenant à aller à d'autres notions qu'on peut toutefois traiter ici. D'accord. Jennifer? Oui, Rebecca, déjà ce thème, je pense que c'est un thème important parce qu'il y a beaucoup de foyers qui souffrent de ces problèmes-là, mais qui n'osent pas en parler. Vous avez parlé de l'éducation, l'environnement, la religion.
qui fait qu'une fois dans le mariage, pour ceux qui sont mariés, on n'arrive pas à briser les tabous. J'ai envie de dire, on n'arrive pas à aller au-delà. Chacun culpabilisé. Il y a tout ça, je pense qu'il faut revoir parce que ça crée des frustrations. L'amour disparaît et beaucoup de problèmes en découlent par la suite. Donc, je pense que c'est un thème très important. Il faut en parler. Je suis sûre, j'espère que ceux qui vont nous suivre vont quand même en tirer quelque chose et puis pouvoir guérir ce qu'ils traversent actuellement. D'accord. Docteur Cyriaque Rontondi, donc je m'adresse à présent à vous. On est en train de parler de la flamme qui s'éteint subitement au sein du foyer, au sein du couple. Mais avant, Monsieur Koumanyo a commencé par évoquer la question quand il parle de la base. Est-ce que vous ne pensez pas que déjà pour se mettre en couple, il faut s'aimer? Merci beaucoup, madame. Et je remercie mon frère qui vient d'intervenir. Et j'ai été vraiment séduit quand il a parlé de la vie de couple comme une école. C'est réellement une école. Et généralement, nous rentrons dans la vie de couple de façon brutale. Soit c'est une circonstance qui nous a amenés, la grossesse est venue, on s'est mis ensemble. J'ai connu des couples qui, depuis la classe de 3e, ont déjà eu leur premier enfant. Donc, on est préparé généralement à rien. On ne sait rien de la vie de couple. On se met ensemble, on essaie. Et c'est pourquoi les couples se font et se défont. Mais comment être préparé, justement? Alors, comment être préparé? La préparation, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait. Et si je prends l'exemple de ce qui se fait dans l'Église catholique avec les écoles de mariage qui durent au moins 3 à 4 mois, où les jeunes sont formés avant le mariage, avant la vie conjugale. C'est-à-dire, ces jeunes-là sont déjà fiancés, c'est ça? Oui, ils sont en amitié. Ils sont en amitié. Et vous commencez. Ils viennent apprendre les réalités de la vie du couple. Quelles sont nos responsabilités dans la vie? À quoi cela nous engage? Et quelles sont les compétences que nous devons avoir? Vous voyez? Donc, la vie du couple, sinon en général, la sexualité dont nous parlons, ça prend en compte tout l'être humain. Oui, mais en fait, je ne voudrais pas qu'on aborde d'abord la sexualité parce que la vie de couple ne se repose pas uniquement sur la sexualité, n'est-ce pas? Donc, parlons d'abord des bases qu'il faut établir avant de se mettre ensemble. Merci. Les bases qu'il faut établir, la première chose, c'est d'abord l'amour. D'accord. Reconnaître ce que c'est que l'amour vrai. Comment il faut reconnaître ça? Celui qui me dit qu'il m'aime, est-ce qu'il dit tant la vérité? Comment savoir qu'il dit la vérité? Que c'est la vérité, il dit. Comment savoir que c'est de l'amour vrai? Alors, il y a ce qu'on appelle les critères de discernement de l'amour vrai. Et le premier critère, c'est la recherche du bien. C'est-à-dire que l'autre veut toujours de ton bien. Du bien pour moi, quel que soit ce qui se passe. S'il m'aime, il voudra toujours du bien pour moi. Et l'autre chose, c'est la réciprocité. Alors, quand nous nous aimons, il m'aime, il faut que j'ai au moins un sentiment aussi en retour pour lui. Parce que l'amour évolue en cycle fermé. Sentiment doit être physique et traduit par un objet ou... Au début, ça peut être physique. Parce que généralement, quand nous faisons le premier pas pour aller vers notre partenaire, c'est une attirance. C'est quelque chose qui nous a attirés. Et nous sommes allés vers lui. Donc, au début, ça peut être physique. Donc, c'est souvent intéressé. Nous avons vu quelque chose chez lui qui nous a intéressés. Nous nous sommes rapprochés pour mieux voir. D'accord? Mais dans l'évolution, dans le cheminement, il faut qu'ils arrivent à surpasser l'amour intéressé pour parvenir à l'amour qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé, enfin, ce qui se passe dans les églises généralement. L'amour entre les frères et sœurs, c'est ça? Non, l'amour agapé, ce n'est pas nécessairement l'amour qui se passe dans les églises. L'amour entre les frères et sœurs, c'est l'amour filial. C'est l'amour amical. Mais l'amour agapé, c'est un amour don. Un amour don. C'est un amour qui prend l'autre comme un don de Dieu. Il accepte totalement. L'amour de Jésus pour ses enfants, alors? Pour ses enfants, par exemple. L'amour qui peut aller jusqu'à la mort pour l'autre. D'accord. Donc, c'est tout un cheminement. Ce n'est pas on s'est rencontrés, on s'est dit, on s'aime, déjà, on peut parvenir à ça. Non, c'est dans l'évolution, on arrive à ce stade-là. Et dans l'accompagnement qu'on fait pour les couples, ils se rendent compte réellement qu'ils gagnent plus à aller sur ce terrain-là pour une stabilité durable. Après combien de temps, justement, on peut être sûr qu'on a atteint l'amour agapé? Non, on ne peut pas dire exactement pendant tel
période, on peut atteindre l'amour agapé. Il y a des gens qui peuvent atteindre l'amour agapé au début, même de leur relation. Ça dépend de leur connaissance, de leur passé, de tout le bagage qu'ils ont sur ce plan-là. Et il y a d'autres dans leur cheminement qui peuvent parvenir à l'amour agapé. D'accord. Mais il n'y a pas un temps exact. Ça dépend de la personnalité de chaque personne. D'accord. Astrid, alors tu as entendu ce que docteur Rontondi a dit. Donc, déjà, on n'est pas dans la sexualité. On est en train de parler de cette base-là qu'il faut établir avant de se mettre ensemble. Est-ce que tu l'as bien suivi? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'il a dit? Oui, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Parce que d'abord, l'amour n'a pas à être parfait. Il faudrait d'abord que l'amour soit vrai. C'est d'abord ça. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Je pense qu'il a totalement raison sur le fait d'avoir parlé de l'amour, de la vie ensemble, tel qu'il a fait. D'accord. Alors, docteur Rontondi, à quel moment la sexualité est invitée dans le couple? Est-ce que dans ce cheminement-là dont vous étiez en train de parler, il faut passer à l'acte sexuel avant d'atteindre l'amour agapé? Je dirais pas nécessairement passer à l'acte sexuel avant d'atteindre l'amour agapé. Généralement, on lie à l'acte sexuel l'amour éros, l'amour sensationnel, l'amour passion. D'accord. D'accord. Mais dans l'évolution du cheminement des conjoints, pourquoi on chemine ensemble? On chemine ensemble pour voir si nous sommes compatibles. Sur le plan comportemental, pas que biologique. C'est pas que nous avons fait les analyses prénuptiaux, nous avons vu que nous sommes compatibles, ça ne suffit pas. Sur le plan comportemental, il n'y a pas que la compatibilité scientifique en fait. Donc, est-ce que sur le plan comportemental, on peut vivre ensemble? D'accord. Donc, le cheminement, ce n'est pas d'abord un engagement. Nous cheminons, à un moment donné, nous pouvons nous rendre compte qu'on ne peut pas vivre ensemble et avoir la sagesse de dire il faut qu'on se sépare. D'accord. On ne peut pas durer ensemble. Vous voyez. Donc, c'est lorsqu'on finit cette étape de cheminement, de compatibilité avec l'autre, on se rend compte réellement qu'on peut vivre ensemble. On commence les démarches pour aller vers le mariage. Et quand on se marie, généralement, c'est l'acte sexuel, c'est la sexualité qui vient couronner le cheminement. En fait, si on suit votre raisonnement, c'est que le sexe aussi ne devrait pas venir pendant ce cheminement. Non, parce que le sexe peut nous donner des illusions. Le sexe peut nous faire penser qu'on s'aime, qu'on est fou l'un de l'autre. Mais je pensais que le sexe, en fait, vient en quelque sorte compléter cet amour-là, ces sentiments que vous éprouvez l'un envers l'autre. Envers l'autre, oui, exactement. Le sexe vient compléter ce sentiment que nous avons, mais nous n'avons pas encore les preuves qu'au début, les sentiments que nous avons sont réels. Il faut pouvoir éprouver ça, si ce n'est pas de coup de foudre. Est-ce que vous ne parlez pas en tant qu'homme de Dieu? Je ne parle pas en tant qu'homme de Dieu. Parce que, parce que généralement, c'est ce qui est prôné au sein des églises, en tout cas des églises évangéliques, on va dire. Catholiques aussi. Bon, au sein des églises en général, ne pas aller au sexe avant le mariage. Donc, je ne voudrais pas que vous parliez en ces termes-là, mais que ce soit une analyse purement scientifique. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord avec Donc, vous êtes, en tant qu'accompagnateur de couples, d'abord des jeunes et des couples, vous dites que le sexe n'est pas conseillé, on va dire, au début de la relation. Non. D'accord. Pour une relation qui se veut durable, qui veut aller loin, il faut qu'il pose les fondamentaux. D'accord. Et c'est les fondamentaux, on a parlé. Les fondamentaux, ils peuvent se perdre, ils peuvent se donner des illusions. D'accord. Donc, vous êtes d'accord avec lui? Vous ne partagez pas forcément son avis Non, pas du tout, parce que je pense que le sexe, dans la Bible, il est dit, Dieu a dit, il ne faut pas s'en priver. Même en étant en amitié? Dieu a dit dans la Bible, il ne faut pas s'en priver. Est-ce que vous pouvez citer le passage biblique qui dit ça? Je n'ai pas ça en tête, mais je sais qu'il en a parlé. Il a même dit à la femme, il ne faudrait pas que ça soit un mobile lorsque tu es en colère pour priver ton mari. Justement, vous avez dit mari. Oui, il a dit. Mais c'est ce qu'il dit aussi. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Lui, ce que vous voyez à l'église, à la mairie, c'est seulement une cérémonie. Okay. Le mariage, c'est quand les cœurs accordent violon. C'est ça, on fait une confusion, en fait, en réalité. Quand vous voyez une femme, mais si elle ne vous attire pas, vous ne la courtisez pas. C'est ça la chose. Moi, je pense que déjà, on fait une erreur, on croit que le mariage est au-dessus de tout. Le mariage, c'est quand on s'accorde violon sur le cœur, sur les principes donnés. Moi, je prends mon cas, par exemple, quand moi j'aime, mais j'y vais à fond. Je n'ai pas à me promener.
D'accord. Donc, si vous n'aimez pas, parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas à aimer quelqu'un, quand on dit vous aimez votre truc là, c'est être prêt au sacrifice. Et l'amour, c'est le pardon. Ok. C'est Ok. tout. Monsieur Boris, vous dites que le sexe, pour vous, ça peut venir à n'importe quel moment de la relation. Oui. L'essentiel, c'est de s'aimer. Si vous aimez C'est ça. votre femme, il n'y a pas de problème. D'accord. Jennifer, très rapidement. Oui, bon, moi je suis tentée de dire que les deux ont raison. Pourquoi? Parce que c'est selon la conviction de chacun. Moi, je dis toujours, je respecte la conviction de chaque personne. Si je suis en couple et que je sens que je n'ai pas envie d'aller au sexe au début, je vais essayer de convaincre mon homme pour qu'on ne le fasse pas. Mais si je me sens prête dès qu'on se rencontre, je me laisse aller parce que je suis sûre que, voilà, mon cœur me le dit, il faut y aller, donc j'y vais. Mais que ce soit au début ou au milieu. Au milieu ou à la fin, l'essentiel, c'est que le sexe soit présent. Voilà. D'accord, voilà. On retient donc, bon, c'est vrai que les avis ne peuvent pas de toutes les manières, c'est pour ça qu'on est en train de faire un débat. D'aucuns diront que non, il ne faut pas aller au sexe avant le mariage. D'autres comme Jennifer et Boris vont dire qu'il faut pimenter les choses avec le sexe, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Maintenant, oui, vous voulez rajouter très rapidement avant qu'on ne parle, parce qu'on veut parler de la flamme en fait. Oui, un élément à M. Boris rapidement. D'accord. C'est que quand on dit que le sexe peut intervenir avant le mariage et tout, je voudrais signifier qu'il y a plusieurs sortes de mariages. D'accord. L'intimité de l'homme et de la femme dans l'acte sexuel, c'est un mariage. D'accord. C'est le mariage naturel. D'accord. Nous sommes d'accord. Quand les deux tiennent l'intimité, ils sont mariés sur le plan naturel. D'accord. Donc, si nous voulons vivre ensemble, nous voulons poser certaines bases, c'est toujours utile pour nous également de préserver ce côté-là et de mettre les fondamentaux avant d'y aller. Parce que déjà au début, ça c'est l'alliance. Il ne faut pas voir seulement le mariage sur le plan religieux ou civil. Il faut voir de façon naturelle. L'instinct divin, immortel et céleste voie qui fait marcher l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme de façon naturelle. Astrid voulait ajouter quelque chose. J'aimerais bien ajouter quelque chose. Ce à quoi j'ai pensé, c'est que bon, ce que je vais dire, c'est la femme doit d'abord se sentir prête. Et je dirais que je vais parler de la femme parce que l'homme a une facilité à passer rapidement plus aux choses, à autre chose qu'à la femme en fait. Parce que souvent, bon, si on prend nos réalités, la femme souvent, quand ça arrive comme ça, elle dit yeah, j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout donné. Ça, c'est la chanson phare. Vous voyez un peu. De nous les femmes. Voilà. Donc, ce que je vais dire, bon, c'est vrai ce que M. Boris a dit, c'est vrai. Mais pour vraiment se préserver et être sûr de ce qu'on fait, je vais demander beaucoup plus aux femmes d'être prêtes, de savoir en fait que bon, celui avec qui je m'engage, je l'accepte, je le veux vraiment dans ma vie et il est vraiment bien pour moi. D'accord. Voilà, d'abord Astrid, je vais rester avec toi alors pour aborder la question de la flamme. Hein. Ok, d'accord. On suppose que le couple a réussi à franchir les étapes que citaient monsieur et docteur Ontonji. Et donc, du coup, maintenant, le couple est ensemble. L'homme et la femme sont ensemble. Et à un moment donné, la routine s'installe. Donc, quand la routine s'installe, c'est là où la flamme, on remarque que la flamme s'éteint aussi peu à peu. Et la routine est là, donc ça veut dire que chaque jour, tu vois madame ne ressemble plus à autre chose qu'à madame en fait. Voilà. Astrid, c'est à ce moment-là que ces couples viennent vers vous, c'est ça? Exactement. Que la femme vous consulte. Oui, exactement. Comment est-ce que ça se passe? D'abord, merci. Quand la flamme commence pas à s'éteindre, l'homme n'a plus trop envie de rentrer à la maison comme il faut. Il trouve plaisir ailleurs. Il peut se mettre dans... Il peut commencer par plus se donner à son travail ou prioriser les sorties entre amis ou carrément, c'est que tout le temps, il trouve que la femme a mal fait quelque chose. Il y a des petites disputes qui ne font que l'éloigner encore plus. Donc, d'habitude, quand ça commence comme ça, les femmes, elles ont tendance à paniquer. Elles ont tendance à paniquer. Et quand elles paniquent comme ça,
franchement, ça part en vrille. Parce que là, les disputes s'enchaînent, et c'est à ne pas finir, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que ces femmes-là vous contactent, c'est bien oui, ça? il y en a, oui. À ce moment-là, elles me contactent. Il y en a aussi qui n'attendent pas que ça arrive là. Mais quand elles me contactent, elles disent franchement, mon mari, ça ne va plus. Et j'ai constaté qu'il voit une autre femme ailleurs. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, c'est vrai. J'ai constaté qu'il voit une femme ailleurs et il me trompe. Voilà, je suis fatiguée. Qu'est-ce que je fais? Je suis découragée. D'abord, ce que je conseille, c'est d'éviter le découragement. Parce qu'une femme découragée, franchement, n'a plus envie de faire plaisir à son homme. D'accord. Une femme qui est découragée, elle n'a plus du tout envie, elle cherche la petite bête partout. C'est que si elle peut te créer des histoires du matin jusqu'au soir, par rapport à un sujet, elle va le faire. Le lendemain, elle va le faire. Et il y aura toujours des histoires au sein du couple. Et vous, quand elles viennent vers vous, vous leur conseillez de ne pas chercher des histoires, mais plutôt de régler le problème autrement. Oui, je leur conseille d'abord de se calmer et d'essayer de voir ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui emmène beaucoup plus monsieur à aller dehors, à ne plus être comme il était avant. Et là, quand elles font un petit... Elles se posent ces questions, elles commencent par trouver... En fait, que bon, voilà, c'est parce que ça a commencé quelque part. Ça a été, voilà, l'élément déclencheur. C'était le jour, bon, donc, il y a plusieurs histoires. C'était le jour, bon, j'ai refusé de faire telle chose, monsieur ne voulait pas et tout. Et ça a commencé comme ça. Et au lieu de prendre les choses en main, parce que moi, je dis quelque chose. Prendre quelque chose chez ton homme, chez ton partenaire, doit être une négociation. Si tu ne négocies pas bien, c'est sûr que l'homme, avec son ego, avec sa manière de dompter et tout, il va prendre ça comme un affront. Et quand l'homme commence à prendre sa vie de couple avec toi, qui est censé être sa femme, comme un affront, il devient têtu. D'accord. Il devient têtu et il n'y a pas ce que tu vas faire tant que tu ne le reconnais pas. D'accord. Il reste braqué. Il y en a même qui sont capables de tout jeter parce que madame n'a pas accepté telle chose. Et ils ne conçoivent pas ça. Et surtout, dans nos réalités africaines, c'est à cheval. Et à ce moment-là, que faut-il faire en fait? Oui, d'abord se calmer, faire un break, essayer de revoir. C'est pour ça que je demande aussi aux femmes de connaître leur mari. D'abord ça. Et après, d'essayer de ramener l'homme. Ramener l'homme, c'est d'abord par la douceur. Dieu l'a déjà donné à la femme. Cet état-là, la douceur, Dieu l'a déjà essayé de cultiver cette douceur. D'accord. Et c'est dans cette douceur-là, justement, que vous proposez des ordonnances un peu spéciales. Et donc, des astuces. Ces astuces sont composées de quoi et quoi? Beaucoup de choses. D'accord. Quelques... Des bijoux de corps. D'accord, donc les perles. Des perles, des lingeries. D'accord. De la bonne cuisine. D'accord. Il faut surtout mentionner ça. Ce que je voudrais, c'est que déjà on sache quelles sont les méthodes que vous proposez aux femmes, justement, ou bien même aux hommes, hein, à vos clients, la plupart du temps, pour raviver, rallumer cette flamme-là. Et parmi ces méthodes, vous avez commencé par citer, il y a les astuces des perles qui existaient déjà, que vous ramenez en fait sous d'autres formes, c'est bien ça. Et au-delà de tout ça, il y a les bonbons aphrodisiaques, les miels et autres. Maintenant, qu'est-ce que vous leur dites? Comment elles font? Elles utilisent ça pour pimenter la sexualité, c'est ça? C'est ça. Bon, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de montrer à monsieur qu'il y a du bon à la maison. C'est de montrer à monsieur que tout n'est pas encore fini. D'accord. Voilà, c'est de montrer à monsieur que bon, viens, tu vas voir qu'il y a du nouveau. C'est d'abord ça l'objectif. Donc, la femme, quand par exemple, les cristaux de monde s'utilisent de plusieurs manières et il faut savoir les utiliser. Et quand tu sais comment tu utilises les cristaux d'une manière comme il faut sur ton homme, c'est juste que ça le ramène en fait à se dire mais j'aime bien ce moment que je passe avec toi et je peux toutefois, j'en veux encore et encore. D'accord. Docteur, on dit, j'ai dit que vous êtes docteur, mais je n'ai pas dit que vous êtes docteur en pharmacie. Donc, en tant que pharmacien,
n'est-ce pas? En tant qu'accompagnateur de couples et de jeunes, est-ce que vous allez recommander justement à ces jeunes-là ou bien à ces couples qui viennent vous voir d'utiliser les actifs, les astuces de Madame Koudawa? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire, quand la flamme s'éteint dans le couple, ce n'est pas que seulement un problème sur le plan sexuel. D'accord. D'accord, c'est tout un tout. Donc, généralement, il faut prendre le temps d'accompagner le couple et non une personne du couple. Si vous vous basez sur les réalités qu'elle a amenées, vous l'accompagnez, ça peut donner un résultat temporaire, ça va passer. Il faut chercher à installer une paix durable, une ambiance durable. Donc, il faut que le couple accepte de s'accompagner d'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut retourner sur l'histoire du couple. Comment ils ont commencé. Le couple a été formé. Comment le couple a été formé. Est-ce que les fondamentaux dont on a parlé en début sont respectés et tout ça? Exactement. Parce que si je reviens sur le côté de la sexualité, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Est-ce que l'épouse, bien la femme, connaît l'homme sur le plan physiologique, psychologique? Est-ce que l'homme connaît la femme également sur ce plan-là? Je disais tantôt que la sexualité, c'est tout un tout. Ça prend en compte tout l'homme. Ça ne se résume pas à la génitalité, donc aux organes génitaux. C'est tout l'être de l'homme. Quand je parle, vous savez que c'est un homme qui parle. Je vis ma masculinité. D'accord? Donc il faut voir s'ils ont ces fondamentaux-là. S'ils n'ont pas ces fondamentaux, je vais vous donner un simple exemple. Ma soeur a dit tout à l'heure, dans les relations sexuelles, l'homme a tendance à être un peu brutal, violent, à vouloir aller en même temps. Il est pressé. D'accord? Mais en même temps qu'il s'allume, il s'éteint aussi très rapidement. C'est l'homme qui ne connaît pas, s'il vous plaît. Précisez que l'homme qui ne connaît pas le dossier. C'est l'homme qui ne connaît pas le dossier. C'est justement pourquoi je parle de la connaissance des fondamentaux de ces membres de couple-là. Alors que contrairement à la femme qui prend son temps, elle est patiente, dans la douceur, je pourrais la comparer à un moteur diesel. Vous voyez comment ça prend du temps pour démarrer. Mais quand ça démarre, ça dure dans le temps. Psychologiquement, physiologiquement, c'est la femme qui est comme ça. Mais est-ce que l'homme sait que la femme est comme ça? Et est-ce que la femme sait que l'homme est comme ça? Vous voyez, donc il y a un problème de connaissance sur le plan sexuel qui se pose. Vous voyez? Donc, en dehors de ces éléments-là, il y a des astuces qu'on propose. Mais moi, en tant que pharmacien, je ne vais pas du coup proposer de bonbons aphrodisiaques, de cristaux de menthe ou bien de miel et autres. D'accord? Donc, je vais partir sur les fondamentaux d'abord. D'accord. Et après les fondamentaux, maintenant, vous venez à la sexualité. Après les fondamentaux, on vient à la sexualité. Et justement, quand on vient à la sexualité, en dehors des fondamentaux, il faut pouvoir se préparer. Il y a ce qu'on appelle la préparation. D'accord. La préparation, comme vous avez commencé par le dire dans le reportage, c'est comme un match de football. Et je disais qu'il y a des entraînements, il y a des matchs amicaux, il y a des tournois, mais il y a aussi des Champions League. Vous êtes très bien habillé là. Et vous rentrez, vous voyez votre mari sortir de la douche, vous êtes excité, vous déposez votre veste d'abord, vous prenez quelques minutes de plaisir. D'accord. C'est pas la même préparation. Ça, c'est pas la même préparation, c'est une préparation à la va-vite, immédiate, quoi, immédiate. Donc, vous êtes par exemple au boulot, bien monsieur au boulot vous envoie des textos, il envoie un cadeau à la maison pour préparer le terrain. Mais excusez-moi. Par conséquent, vous voyez, ça c'est une préparation lointaine. Ou bien même, vous avez décidé avec votre conjoint, dans une semaine ou dans un mois, de vivre un moment de sexualité à fond. Ça demande de préparation lointaine. Donc, la préparation, ça prend en compte beaucoup de choses. Et dans les préparations, on aborde ce qu'on appelle les langages de l'amour. Les langages de l'amour qui, en réalité, aident les membres du couple à maintenir la flamme de l'amour dans le couple. Les langages de l'amour, on le voit plus chez les jeunes. On a dit tout à l'heure, c'était facile de mettre l'ambiance au début, la joie au début du couple. Vous voyez deux jeunes ensemble qui se tiennent par la main au bord de la voie, qui cheminent, vous avez envie de vous marier. Lui aussi en faut mieux. Voilà. Ouais. Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça s'éteint rapidement. D'accord. Vous voyez, donc je vais citer quelques langages de l'amour rapidement. Premièrement, c'est les cadeaux. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pour rallumer la flamme. Les cadeaux, oui. Il faut oublier ces habitudes-là. Ensuite, deuxième élément, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes. Si vous humiliez l'autre en public ou bien devant des gens, n'attendez pas qu'elle donne le plein potentiel d'elle-même quand vous serez en intimité. D'accord. Les paroles valorisantes. Les services rendus. D'accord. Souvent, nous avons dit que la femme rentre dans la routine. Parce que généralement, dans notre contexte, les travaux domestiques sont à la charge de la femme. Il faut que l'homme, par moment, aide la femme. Et quand elle aura plus de temps, elle va mieux prendre soin d'elle-même pour toujours rester rayonnante.
Donc, troisième élément, qu'est-ce que je disais tantôt là? Les paroles, non, les services rendus que je viens de dire. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle le toucher physique. D'accord. Le toucher physique. Non, on ne va pas détailler. Vous entendez toucher physique. Donc, c'est qu'il faut se toucher. C'est ça, hein? Mais pas forcément l'intimité, mais la manière dont vous êtes avec votre conjoint. La manière dont... Dès que vous avez commencé au début, là, n'ayez plus honte. Mais moi j'ai quand même une question pour vous très rapidement. Vous avez dit, parmi les étapes au début de la relation, il y a que il faut se connaître aussi sexuellement. Il faut savoir que ton homme est ci et ça. Mais vous avez défendu quand même cette thèse selon laquelle il ne faut pas aller au sexe au début. Donc avant de s'unir, avant de se connaître complètement sur les autres plans. Mais comment connaître son homme sexuellement parlant si on n'a pas été au sexe avant de suivre toutes ces étapes-là? Non, très rapidement, une réponse. Oui, la connaissance dont on parle, la connaissance sexuelle, c'est d'abord physiologique et psychologique. D'accord. La sexualité chez l'homme, comment ça se passe? La sexualité chez la femme, comment ça se passe? Ok. En fait, il faut en discuter. Il faut en discuter. Comment est-ce que... revenir sur l'histoire de chaque conjoint. Ok. Comment tu as vécu ton passé? D'accord. Qu'est-ce que sa vie a été? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce n'est pas nécessairement la pénétration qui va nous convaincre. En fait, l'acte sexuel, c'est pas la pénétration forcément. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas ça qui va nous convaincre que tel homme est bien sur le plan sexuel ou n'est pas bien sur le plan sexuel. Monsieur Koumayo n'est pas d'accord avec vous. Il dit que l'acte sexuel commence à quel moment chez vous? L'acte sexuel, déjà, quand il y a les préliminaires, et vous savez comment prendre votre femme, vous parlez tantôt de brutalité. Attention, c'est aussi dedans. Quand tu chauffes plus, mais elle est épanouie, elle se sent à l'aise. Ah bon? Bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler... Non, on n'est pas là. On n'est pas là pour parler de la sexualité au sein du couple, mais on est là pour parler de comment rallumer la flamme. C'est vrai que la sexualité fait partie intégrante, justement, de ces étapes-là pour que le couple, cette flamme qui était allumée au début de la relation... reste tout simplement éternellement. Bon, on retient quoi? On retient que Astrid, elle propose des astuces à ces femmes-là pour pimenter un peu, on va dire, leur côté sexuel avec leur partenaire. Vous dites que vous n'allez pas recommander forcément ça, mais il faut prendre tout ça en compte et partir aussi du début pour voir qu'est-ce qui a manqué au début de la relation. Est-ce que j'ai bien résumé vos idées? Oui, mais je n'ai pas dit de recommander nécessairement tout ce que Astrid a dit. Non, mais vous ne jetez pas non plus. Je ne jette pas tout, mais je dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ces actifs qu'on utilise. D'accord. Il faut faire très attention. Je vous prends un simple exemple de bonbon aphrodisiaque. Qu'est-ce qu'il y a dans un bonbon aphrodisiaque qui donne cet effet aphrodisiaque? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'on se demande les conséquences que ça pourrait avoir sur celui qui l'utilise? D'accord. Ce qui est sûr, très rapidement, je te donne quelques secondes. Je vais dire au docteur que tout peut nuire à la santé. Exactement. Effectivement. Si vous prenez même votre paracétamol que vous prenez pour vous guérir là, quand vous avez des maux de tête là, ça peut vous dire. Non, pas forcément. Quand par exemple vous vous sentez un peu souffrant, la première chose c'est le paracétamol. Donc en fait, si vous le prenez mal, ça va agir mal contre vous. Donc on ne peut pas. C'est-à-dire que, Astrid, si je te résume, c'est que l'excès en toute chose nuit. Ça nuit. C'est ça. Oui, ça nuit. L'excès en toute chose nuit. D'accord. Non, je veux pas... Non. Maintenant, j'ai bien envie d'ajouter encore quelque chose. Un couple qui est malade n'a pas envie d'entendre des conseils. La première chose, le monsieur reste d'abord braqué. Et c'est d'abord, la plupart, c'est les femmes qui font le pas. Et le langage que l'homme comprend beaucoup plus, c'est beaucoup plus la douceur à des moments donnés. Il faut jeter l'arme. Donc, avant qu'un homme ne puisse écouter les conseils, il faut d'abord qu'il puisse accepter ça d'abord. Et pour qu'il accepte, c'est là où vous intervenez, c'est ça? Il faut que la femme l'amène en fait à accepter. Et si un homme n'accepte pas,
quel qu'en soit ce que vous allez faire, le temps de dire que vous allez écouter, vous allez lui dire les conseils Donc, et tout. Astrid, ce que Astrid est en train de dire, c'est qu'il faut d'abord venir utiliser ses astuces. Et quand vous utilisez maintenant, pendant qu'il est prêt à aborder, tout peut passer. Tout passe. Même la colère, il n'aura même plus besoin de conseils. Hein. Ça va passer rapidement. Non, j'ai 2 secondes, permettez-moi. Je suis sûr que si le docteur utilise ce qu'elle dit là, il va changer de langage. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. J'ai pas envie. Non, docteur. Non. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je veux clôturer le débat. Si nous allons directement, d'accord, à ces produits, quand le couple a des problèmes, d'abord, nous ne savons pas si c'est un problème sexuel, même si la femme vient confier que c'est un problème sexuel. Mais est-ce qu'elle peut utiliser d'abord pour maintenant se dire que bon, là, c'est pas un problème sexuel, allons voir l'accompagnateur. Écoutez-moi, si elle l'utilise d'abord, et ça conduit son couple à la pète. Je m'explique. Bon. Oui, écoutez-moi. Au fait, très rapidement. La femme sait à quel genre d'homme elle a affaire. Qui est mon mari? Qui est mon époux? Je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu peux amener bonbon aphrodisiaque ou bien tu peux amener. Non, mais est-ce que le bonbon, on n'a pas détaillé, mais est-ce que le bonbon, c'est au mari qu'on donne? Non, c'est à la femme. La femme le prend, le mari ne le sait même pas. Voilà. En fait, c'est des choses, c'est des secrets en fait. C'est des secrets de femme. Oui. C'est la femme qui l'utilise en fait. Et elle sait à quel moment l'utiliser. Elle l'utilise pas quand monsieur est... Bon, elle l'utilise pour calmer les choses. Je suppose. Elle prend ça pour être dans un certain... Non, c'est bon. Je ne vous permets pas d'ajouter encore un mot, non. Je vais conclure le débat. Ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus parce que c'est un sujet, le jour où on va bien débattre, parce que je n'ai pas permis à mes chroniqueurs de bien s'exprimer sur la question. Le jour où on va en parler, c'est qu'il n'y aura même pas de rubrique. Hein. Il n'y aura pas de rubrique. Malheureusement, là, il y a M. Talagwe qui m'attend, que je dois recevoir. Merci beaucoup. Je suis sûre que les téléspectateurs vous ont suivi. Je suis sûre aussi que les téléspectateurs ont suivi aussi Astrid. Et une chose est sûre, l'excès en toute chose nuit. On conclut comme ça. Docteur Rontondi Syriac, merci. Un plaisir de vous avoir reçu par ici. Je vais vous permettre de partir et donc d'installer Valère Talagwe Roissou pour sa chronique dans sa pousse. Talagwe Valère Roissou. Bonjour Madame Rebecca, vous allez bien? Ça va très bien. Bonjour le plateau. Depuis les coulisses là-bas, vous avez suivi un peu le débat. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un mot très rapidement avant de commencer votre rubrique? Moi j'ai tout suivi. Moi je crois que voilà, si on coupe pas de problème, je crois que s'ils sont amenés à rester ensemble jusqu'à la mort, ça va se faire naturellement. L'univers réunit toutes les conditions pour que ça se fasse. Point final. Voilà. Il n'y a pas de bonbons aphrodisiaques. Non, je ne suis pas contre ce que la dame propose. C'est déjà bien sa solution. Mais si l'univers dit qu'il ne faut pas rester ensemble, que tu apportes bonbons. C'est bon. Vous comprenez, non? On comprend. L'homme n'a plus envie de rien, quoi. Ok. Aujourd'hui, dans sa pousse, on parle du citron. Bien sûr. Et de ses vertus, surtout du financement. Bien sûr. On y va très rapidement, 5 minutes. Alors, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Et aujourd'hui, on va parler de la position du citron. Le citron qui fait partie des agrumes, les citrus. Alors, vous n'êtes pas à savoir aujourd'hui que déjà, une fois par semaine, un Béninois sur 2 prend du citron une fois par semaine. Et à cause de la crise Covid et à cause aussi de ces vertus, des vertus qui sont attribuées à ce type de fruits-là, aujourd'hui, la pollution mondiale explose. Et même les industries en font. Vous n'êtes pas à savoir qu'il y a des boissons alcoolisées qui sont à base de citron. Si. On parle de... Bon, on ne va pas donner des noms comme des noms ici quand même. Vous savez que les gens, de plus en plus, surtout les jeunes, poussent vers... ont tendance à consommer les boissons qui ont du citron. Parce qu'on sait que quand on boit, ça va digérer facilement ce qu'on a mangé. Ça va faciliter notre digestion. Et après, on va perdre du gras et tout. Donc, je ne vais pas parler de ces vertus, mais je vais parler de business en agriculture. Alors, pour faire un hectare de citron, il faut savoir que c'est la densité 5 mètres entre plant et 5 mètres entre lignes. Ça fait 25 mètres carrés qu'occupe un citronnier sur 1 hectare. Ça veut dire qu'un hectare égale à 10 000 mètres carrés, divisé par 25, ça fait 400 pieds de citronnier par hectare. Vous avez besoin de fumier de vache décomposé à raison de 10 kg de fumier de vache pour un trou. Vous avez besoin de la cendre de bois. Vous avez besoin des feuilles mortes de manguier ou tout autre type d'arbre, c'est-à-dire la biomasse sèche.
vous avez besoin de l'huile de Nîmes, vous avez besoin d'un pulvérisateur pour pouvoir faire les traitements et vous avez besoin d'une roue et à la fin, vous avez besoin d'un matériel végétal d'élite. Alors Rebecca, qu'est-ce que je mets à la place de matériel végétal d'élite? C'est un citronnier qui n'a pas de feuilles recroquevillées, qui n'a pas d'attaque, qui n'a pas de feuilles percées, qui est bien, c'est-à-dire il est beau quoi. Okay. C'est le beau de beau. Voilà, donc c'est lui qu'on va choisir et malgré son état, le citron, comme les agrumes, sont fortement parasités par la cochenille farineuse. La cochenille farineuse, c'est les taches blanches qu'on constate sur la surface supérieure ou inférieure de nos manguiers, de nos avocatiers à la maison. Vous allez voir sur les fleurs, même sur les plantes ornementales, il y a un truc blanc là. Et même quand on touche, ça nous tâche, on pense que c'est le coton. Vrai. Non, ce sont des insectes minuscules qui sont là et qui sucent la vie de ce citronnier ou bien de ce table-là et qui l'empêchent parfois de produire. Vous allez voir même des fleurs qui deviennent noires. Oui. Voilà, les fleurs sont blanches, après ça devient noir, ça devient vraiment pas beau à voir, c'est la fumagine. Et c'est les cochenilles farineuses qui donnent naissance à la fumagine. C'est un champignon qui est à la base de ça. Donc ça attaque le rendement et puis aussi l'esthétique. Donc une fois on a tout ça, on va traiter le matériel végétal à raison de 1 millilitre d'huile de Nîmes pour 1 litre d'eau. On fait la pulvérisation, on creuse un trou de 50 cm3, dit 50 cm de côté et 50 cm de profondeur. On va mettre d'abord la moitié des 10 kg de fumée de vache décomposée dans le trou. D'accord? On apporte maintenant la cendre. La cendre, je n'ai pas précisé la quantité, c'est 2 kg de cendre pour un trou. On apporte la cendre, on apporte la première couche du sol. Attention, je n'ai pas eu le temps sur ce plateau pour tout détailler, il y a tout sur les réseaux. Donc on apporte la première couche du sol, d'abord sur tout le mélange. Maintenant, on plante le citronnier comme on le fait au 1er juin, on fait le reboisement. On finit de faire ça, on apporte de l'eau et au final, on apporte maintenant les feuilles séchées de manguier qu'on a apportées. On apporte tout ça pour pailler le collet, pour empêcher l'évapotranspiration et la prolifération excessive des adventices, ce qu'on appelle mauvaise herbe. Maintenant, on fabrique un cercle circulaire autour du citronnier. Pour faire quoi? Pour piéger l'eau des pluies. Ce matin, il n'y a plus. Donc, l'eau des précipitations, on fait ça pour piéger l'eau au collet du citronnier parce qu'on n'a pas prévu un système d'irrigation goutte à goutte. Voilà, chers téléspectateurs, de façon très rapide et très ramassée, comment il faut produire du citron. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille d'aller vers Internet pour fouiller. Vous fouillez et vous allez la plantation. Trouver tout simplement. Mais on n'a pas encore parlé d'argent. Hein? Argent, très rapidement donc. Alors, argent, un citronnier va vous donner 2,5 sacs de 50 kg en moyenne. D'accord? Et les pics de production sont constatés à partir de 8 ans. Maintenant, quand vous plantez le citronnier, déjà à partir de 3 ans, vous avez les premières récoltes. Mais ce n'est pas businessment rentable. Le sac en moyenne est autour de 15 000 francs. Multiplié par 2,5, vous êtes autour de 37 500 francs CFA de chiffre d'affaires par citronnier par année civile. Que multiplie 400 pieds, ça fait 15 millions de francs CFA. Supposons que le centre de vous vend du rêve, vous faites la moitié de la récolte, ça vous fait 7 millions. Point final. Je suis sûre que Astrid a envie de laisser ses astuces pour aller vers le citron. Non, pas du tout. Le fait d'avoir entendu citron là même m'a fait penser à une recette terrible. Il ne faut pas dire encore citron. Naturel. Citron non, Astrid. Je vous dis. En fait, non, Astrid. Naturel, hein. Astrid, non, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Non, c'est bon. Non, Astrid, tu auras un autre plateau. C'est du naturel. Non, Astrid, t'inquiète pas, tu auras un autre plateau pour donner tes astuces après. Voilà, Valère Ouansou, merci beaucoup pour ces astuces. Merci. Je suis sûre que les téléspectateurs vous ont suivi et nos chroniqueurs aussi. Fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation du rendez-vous de midi. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.